je suis Mayolek, et on va quand même pas faire 101 vidéos sur cette franchise quand même. Au 101 Au 101 101 rue des Dalmatiens. 101 rue des Dalmatiens est une seconde série dérivée récente sortie sur Disney+, qui raconte la vie de 101 Dalmatiens qui vivent en secret 100 mètres à une rue qui porte leur nom de race. Rue des Dalmatiens. Et ils ont tous des prénoms qui commencent par des... Dizzy? Didi? Salut Dawkins. Dorothy. Et dans tes rêves, est-ce que tu as vu ça, Dante? Dimitri 1, Dimitri 2, Dimitri 3. Longue nuit à la caserne, Doug? On a un niveau de communautarisme assez élevé. On a donc 99 chiots élevés seuls par un couple irresponsable qui bosse constamment sans faire appel à une quelconque nourrice, mais laisse leur responsabilité aux deux aînés de la portée, alors qu'ils vivront des tas d'aventures folles avec leurs voisins et amis. Wouhou! On s'éclate les enfants! On n'a peur de rien, on rigole bien et tout le monde se fait des câlins. Le ton est vite donné. C'est plus ou moins du cartoon autour de notre grande Smalla qui va en faire constamment des caisses sur chaque petite chose. Et voilà. C'est tout. Ça me fait chier, je déteste résumer les séries comme ça. Je ne trouve rien à dire de rechercher là-dessus. C'est de la comédie basique pour de la comédie basique. Et si vous voulez un échantillon... Prends à gauche dans la galerie. Non, ton autre gauche. C'était pour essayer. T'as de la chance d'être tombé sur moi. Ah, la famille. Tu nous as appelés? Quelques jeux de mots pour agrémenter ça? Tu ne voulais pas plutôt dire à 101%? Et malgré tes blagues à deux babales, Je vais devenir un célèbre archéologue. tu veux dire que tu vas devenir un célèbre dalmarchéologue, non? Je me suis donné un mal de chien. Et un peu de pipi caca en accompagnement. T'es sûr qu'il boit, là? Oh, il marque son territoire. Il y a sûrement des bactéries, des amibes, peut-être même du popo. L'humour de cette série, c'est un peu comme un verre d'eau tiède. Si vraiment on a soif, ça passe, sinon on passe. Je déparie une seule fois en 52 épisodes. Point bonus, il dure seulement 10 minutes. C'est vraiment du cartoon pour petits qui bouge sans arrêt, sans se donner d'ambition réelle. À un détail près, on en parlera, et les personnages ne rehaussent pas beaucoup le niveau. Nos deux héros centraux sont Dylan et Dolly. Tenez-vous bien, l'un est quelqu'un de sérieux, cadré et responsable, et l'autre est faux-folle, énergique et n'aime pas les règles. Oh là là, les pitreries qui en découleront promettent d'être cocasses. C'est péniblement prévisible et facile, de la dynamique à la Soulipper et Mabel qui ne prend aucun risque. Et à cause de ça, j'ai même pas envie de traiter le moindre épisode au détail dans cette vidéo. Je saurais même pas quoi prendre. Vous voulez vraiment que j'aille dans le détail des scénarios inintéressants qu'on met en place? Comme l'épisode où un de leurs copains des rues tape l'incruste chez eux pour profiter de leur gentillesse? Ou celui où on aura exactement la même configuration mais avec un autre? Toutes les fois où Dolly essaye de gérer les choses de façon plus chill par rapport à Dylan, mais où ça se retourne contre elle et elle regrette son côté responsable ennuyeux. Ou bien quand Dolly, comme Dylan, se tape un crush débile qui ne va jamais nulle part, et qui des fois change le temps d'un épisode. Cette série n'arrête pas de repomper les mêmes intrigues pour se remplir, c'est lourd. D'ailleurs, dans un de ces épisodes, pour se rapprocher de son béguin émo, Dylan essaye de jouer les gothiques pour attirer son attention. Si vous me prenez par les sentiments... Et donc, de par leur format, aucune vraie leçon ne sera jamais vraiment tirée de ces aventures. Par exemple, on a un épisode où Dolly esquive ses responsabilités une fois de plus et se fout en danger de mort. Évidemment, elle s'excuse, elle regrette, presque à chaudes larmes, et j'en ai complètement rien à branler. Car je sais que l'épisode suivant, elle continuera d'être la casse-cou qui s'en bat les steaks des responsabilités.
Qui l'eût cru? Je ne vois pas le moindre putain d'intérêt de m'attacher à eux si tout ce qu'ils offrent c'est de l'humour déconseillé aux plus de 12 ans niveau standard. C'est pour ça que vous n'aurez pas de critique détaillée d'épisodes. Je n'aurai rien de précis à développer en dehors de... C'est pas spécialement drôle. Et ironiquement, ce serait pas spécialement drôle. C'est vraiment peinant de voir la franchise se détacher à ce point de ses racines. Et pas juste parce qu'en termes d'identité directe, ça n'a rien à voir avec les 100 dalmatiens qu'on a suivis dans les 2 films et la première série, au premier abord. C'est pas les mêmes parents, pas les mêmes noms, pas la même situation. C'est déjà incroyable qu'on soit encore à Londres. Mais surtout parce que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus on passe à la trappe ce qui faisait la force du premier long métrage. C'est une épopée sérieuse sur des parents qui veulent sauver leurs enfants d'un destin cruel. Certes, il y a de l'humour incrusté, mais il est loin d'être aussi exacerbé que dans un film comme Les Aristochats par exemple. Ça traite des enjeux de poids avec le ton qu'il faut et ça n'a pas vocation à être grandement gaguesque. Mais en comptant la suite Disney Toon, la série des années 90 et maintenant ça, vous avez complètement dénaturé ce qui faisait l'identité des 100 dalmatiens. C'est devenu de plus en plus un énorme prétexte à faire de la comédie dans ta gueule en pensant aux enjeux après. Je pense que même la série de 1997 savait respecter ses enjeux mieux que ça, et on était déjà tombé assez bas. Néanmoins, une fois qu'on accepte cette dégradation, c'est pas la série la plus affreuse qui soit non plus. Il y a des trucs à sauver. Par exemple, je lui reconnais d'avoir une animation stylisée efficace avec un très bon rythme. Si les blagues étaient bien écrites, ça aiderait à les rendre percutantes. Il n'y a aucun personnage que j'apprécie particulièrement, mais j'avoue qu'on prend le temps d'en caractériser beaucoup et de les filer sur de nombreux épisodes. Outre nos 2 frangins principaux, on a le taré des tunnels, le prédicateur de malheur. Il va y avoir des disputes et une catastrophe dans la rue des Dalmatiens! Il est tout noir, c'est drôle, c'est le karma. La plus petite qui parle pas, les stars de mode qui rapportent le fric à la maison pour payer les croquettes pour 101, entre autres. Ouais, je rappelle qu'ils vivent 100 mètres. Je me demande comment ça s'est passé la signature des contrats. Le frustré qui seconde nos héros, et j'en passe. Et de nombreux personnages d'à côté, les potes de l'un comme de l'autre, la jument policière qui est une sorte de sous-maximus, le chat méditation zen d'à côté, la corgi bourgeoise prout-prout voisine. C'est censé être la méchante antagoniste la plus récurrente, mais franchement, quand on voit le bordel que tous ces chiots créent, j'ai du mal à ne pas me mettre de son côté. Tous ces personnages sont appuyés avec suffisamment de détails pour poser un univers assez sincère au sein de la série, en dépit de son ton, et je peux respecter ça. Il y a aussi cette notion de responsabilité et d'importance de la famille, qui sait se serrer les coudes régulièrement, même si des fois ça passe par la phase connard du moment qui doit apprendre de son erreur. Il y a peu de moments précis où ça ressort beaucoup, mais c'est plus un effet cumulatif filé qui en devient un petit peu touchant au fur et à mesure des épisodes. Contrairement à la première série, où franchement la notion de famille soudée se ressentait tout juste. Et ça ressort le mieux dans le petit fil rouge que se donne la série. Parce que oui, il y en a un. Alors, gardez bien en tête que 85% des épisodes sont juste des péripéties sans suite, car ça essaye plus de faire dans le cartoon que dans le sérieux. Mais à partir de l'épisode 15-16, on commence à installer un truc qui est loin d'être parfait non plus, vous accrochez pas trop à vos sièges. Une figure énigmatique cherche à localiser nos dalmatiens. Et oui, il n'a pas pensé à regarder à la rue à leur nom. Rue des Dalmatiens. C'est vraiment très con quand même. On verra qu'il s'agit d'un enfant riche nommé Hunter. Ils aiment bien s'appeler de façon à propos. Après quelques apparitions, il finira donc par les localiser, et son plan d'action consistera à amadouer Dylan pour qu'il lui ouvre la porte, parce que seule une empreinte de dalmatien peut faire accéder à la baraque. On a affaire à un type qui possède un immeuble de 35 étages, une limousine, un accès à une technologie avancée, et il n'arrive pas à passer outre un putain de système de reconnaissance d'empreintes canines. Ça, c'est de la technologie d'ultra pointe. Elles ont dû bosser les 3 chiots idols. Enfin bref, il manque de tous les capturer avec son super aspirateur 3000, seulement il n'avait pas prévu une chose. Roquette!
C'est du cartoon teubé! Bon, c'est aussi dans ce double épisode qu'on a la grande révélation. Arrière-arrière-grand-mère et grand-père. Je vous cache pas que ça m'a pris par surprise. Pendant la grosse moitié de la série, on nous a fourré ces persos qui n'avaient rien à voir de près ou de loin avec ceux qu'on connaissait, à part qu'ils sont 101 et que ce sont des Dalmatiens. Et on nous balance de but en blanc que c'est les descendants des originaux. Je sais pas si c'est un effet de surprise recherché brillant ou une tentative désespérée de rattraper le coche. On apprend aussi que Hunter œuvre pour le compte de sa Tata Cruella. Grand-tante Cruella. Étant donné qu'il s'est passé 4 générations de chiens et qu'elle était déjà pas jeune, ça lui fait quel âge? 110 ans? Et à l'évocation de ce nom, les parents trépignent. C'est bien l'odeur de Cruella d'enfer. Dis donc. Et vous en saurez plus dans 20 épisodes, les enfants! Ouais, comme le méchant du moment est enfermé dans un cargo à leur place, ils le prennent comme une grosse période de répit et ils n'évoqueront plus jamais cette histoire pendant 6 mois. Tiens les filles, si on était jalouses que les mecs se fassent une soirée entre eux? Tam pa pam pa. Et j'exagère pas, c'est la durée indiquée lorsque Hunter est finalement libéré à 4 épisodes de la fin. J'ai vécu comme un chien pendant si longs mois. Et ça a beau être notable en termes de longévité de chien, surtout les plus petits, aucun d'entre eux n'aura grandi d'un pouce. On m'a nourri de croquettes. On m'a toiletté les cheveux. C'était tout automatisé et t'as pu parler à personne pendant tout ce temps-là? Eh ben, c'est pas de veine. Enfin, ça reste mieux que la poste de Tombouctou qui a dû découvrir le cadavre partiellement décomposé d'Edgar. Et ouais, cette expérience l'a un peu changé. Son psy va bien fêter Noël cette année. Et après 2 autres épisodes où c'est encore lui le seul grand méchant, Cruella en personne revient pour le double épisode de fin parce que quand même faut pas pousser. Espèce de sale petit morveux pleurnichard. Je suppose qu'il est temps que je reprenne les choses en main. C'est là que les parents se disent qu'on va peut-être raconter la suite. Vous êtes tous les deux assez grands pour connaître la vérité. Il y a 6 mois, vous n'étiez que des bébés incapables de comprendre. Elle n'a jamais pardonné à mon arrière-arrière-grand-père Pongo et à mon arrière-arrière-grand-mère Perdita d'avoir déjoué ses plans. Attendez, c'est vos arrière-arrière-grands-parents ou ceux de Dylan et Dolly? Arrière-arrière-grand-mère et grand-père. Ou bien tu es leur sœur et leur mère en même temps? Ça expliquerait quelques trucs. Ce fil rouge est loin d'être géré à la perfection, comme vous l'avez vu, mais j'apprécie qu'il apporte de vrais enjeux. De plus, c'est dans cette configuration que nos 2 protagonistes montrent le mieux leur attache à leur famille et donnent de la consistance à ce qui est majoritairement une série cartoon assez fade. C'est d'ailleurs dans cette partie-là qu'on trouve les épisodes qui valent le plus le coup. Même si j'aimerais quand même mettre à part le numéro 3. Plusieurs épisodes veulent mettre en avant une morale familiale louable, mais l'enterrent dans leur amas gaguesque habituel qui leur ôte beaucoup de saveur. Et celui-là ne fait pas exception, mais il a le message le plus impactant que veut faire passer la série. Numéro 3, soirée entre filles. Et rassurez-vous, c'est pas une histoire de pyjama party. Alors que Dolly veut faire une surprise à sa mère pour son anniversaire, les choses dérapent et cette dernière a des mots un peu blessants. J'ai un jour de congé par semaine et c'est ce jour-là que tu me réveilles. Tout ça, c'est grâce à Dolly. Pourquoi es-tu si différente de ton frère? Oh. Mais se rendant compte de sa bourde, elle va tout faire pour se racheter auprès d'elle alors qu'on leur a prévu une journée mère-fille seule à seule. Oui, les 98 autres chiots, on les emmerde. Bon, les péripéties après ça sont débiles, mais j'aime beaucoup qu'on humanise, pour ainsi dire, les comportements de parents discutables. Personne n'est une maman ou un papa parfait, et cet épisode défend qu'il est bien de savoir reconnaître quand on déborde du côté parent, de même que savoir comprendre et excuser du côté enfant. C'est un compromis sur la complexité de la vie familiale que je suis très content de voir traiter. Puis, contrairement à la première série, ça fait plaisir de voir les parents impliqués de temps en temps. Je veux dire, ils n'ont de rôle notable qu'un épisode sur 8, mais c'est toujours mieux que rien.
Numéro 2, question de flair. Dylan Lamal, que son petit frère se distingue encore plus que lui, question flair, et il devra apprendre à reconnaître sa supériorité alors qu'il y a eu un saccage dans le parc, que les Dalmatiens sont soupçonnés et qu'il faudra mener l'enquête. Ce n'est pas Clarissa. Je ne sens aucune fleur du parc sur elle. Tu sais, Diesel pourrait résoudre cette affaire en un éclair. C'est un double épisode, et la première partie est largement au-dessus de la seconde, qui nous fait perdre notre temps sur un plan d'évasion inutile. Palpitant. Mais il appuie assez joliment l'esprit de famille de la série, tout en créant un mystère suffisamment prenant qui ne se résout pas à 100% à la fin. Car c'est l'introduction du personnage de Hunter et l'effet de menace dans l'ombre est très bien rendu là-dedans. Tu as trouvé des Dalmatiens. Beaucoup de Dalmatiens. Et pour cet arc, la seule partie mieux réussie que l'introduction, c'est la conclusion. Numéro 1, le diable s'habille en fourrure. La grande confrontation finale avec Cruella. Et pour autant que cette série est gaguesque, ils lui rendent plutôt justice. Le côté hautain est parfaitement rendu et au départ, elle joue la guerre d'usure de façon bien cruelle. Règle numéro 2 de l'assiégeant, asséché. Règle numéro 4 de l'assiégeant. Couper le courant. Quelle salope, j'adore. On joue sur le côté vieille dame qui veut couvrir la moindre imperfection de façon assez flippante, et le moment où elle finit enfin par rentrer est légitimement terrifiant. Oh, quel joli pelage. Putain, pourquoi il apparaît que dans le double épisode de fin? Bon, comme le cas précédent, la seconde partie de Résolution est un peu moins bien, car plus foutraque et un peu expédié sur certains points. Notamment la rédemption de Hunter, qui fait assez ridicule. Vous allez tuer les chiots! On n'a pas encore inventé le chiot à pelage déhoussable, il me semble, mon garçon. Ça reste néanmoins un très bon grand conflit final qui termine la série sur une note forte. Malheureusement pas très représentative de la qualité globale. Heureusement qu'on a créé ce fil rouge minoritaire pour pimenter l'histoire. Sans ça, 101 rue des Dalmatiens serait juste une série pour gamins énergiques oubliable. Très majoritairement, ce n'est qu'une extension rapide à but lolesque d'une propriété connue. 101 rue des Dalmatiens. Et je crois que pour la prochaine fois, on va se débarrasser du gros bloc qui suit la même logique. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. C'est une blague, on l'avoue, c'est drôle après tout. C'est une blague, on l'avoue, c'est drôle après tout. C'est une blague, on l'avoue, c'est drôle après tout. C'est une blague, on l'avoue, c'est drôle après tout. Je vois un chien qui peint. Les chiens savent pas. Attendez, il parle humain maintenant ?